Bonjour, je m'appelle Masao Mascaro, j'ai 31 ans et aujourd'hui j'expose un travail qui s'intitule Subsolé à la Fondation A Stichting à Bruxelles. Et ça fait 10 ans que je travaille comme artiste, photographe principalement, et j'enseigne également la photographie à l'Académie des Beaux-Arts de Bruxelles. J'ai quitté le nord de la France en 2010, où je suis né, pour Bruxelles, et en fait pour faire une école de photographie qui s'appelle le 75, essentiellement pour être accompagné par un photographe suisse qui enseignait là-bas, qui s'appelle Hugues de Wüstenberger. Et c'est un peu là-bas que tout a commencé, en fait, ce premier petit déracinement pour moi, donc de quitter un peu les terres familiales, pour arriver au 75, pour apprendre une photographie en 3 ans, donc c'est un bachelor. C'est une petite école qui est pas au centre de la ville, elle est un petit peu en périphérie. Et c'est une école où on est un petit peu isolé de Bruxelles quand même. Et c'est une école très familiale. Donc voilà, ça m'a apporté beaucoup. C'est une école qui m'a beaucoup nourri. J'étais très heureux de la faire. Et au cours de ces 3 années là-bas, moi j'ai développé un premier travail qui s'appelle Ramo, qui veut dire la branche en italien. Et en fait, pendant ces 3 années du 75, le projet a duré un peu plus longtemps après que le 75, mais en tout cas, je l'ai initié là-bas. Le travail Ramo, c'était principalement de retourner dans le terrain familial qu'ont quitté mes grands-parents et ma mère, qui est la Calabre dans le sud de l'Italie. Donc en fait, voilà, le 75 nous a jetés dans le réel. Donc en fait, c'était une photographie qui est essentiellement en prise avec le réel, avec quand même un axe très documentaire, des références qui sont plutôt classiques, quoi, de Walker Evans principalement, de Friedlander, de Alex Soth, des choses comme celle-ci. Donc quand même avec un pas largement tracé pour une photographie américaine. Et ben voilà, moi dans cette école-là, dans cette école, le 75, mais aussi dans cette école-là américaine de photographie, j'ai largement trouvé un amour pour cette photographie qui est discrète, pour cette photographie qui regarde les choses qui ne sont pas exceptionnelles, pour une certaine banalité dans laquelle moi j'ai développé un regard. Judith Joy Ross aussi, pour parler aussi des expositions que moi je voyais en tant qu'étudiant à la Fondation A où je suis aujourd'hui. Donc cette Fondation A, c'est aussi un lieu qui a nourri moi-même mes yeux, mon cerveau, ma sensibilité. Et une photographe comme Judith Joy Ross a nourri, par les 2 expositions qu'elle a faites ici, a nourri ma sensibilité de l'époque, quoi. Mais c'est un travail qui pour moi m'a forgé et en tout cas je pense que j'ai ouvert une brèche avec Ramo dont ont découlé le travail jardin qui suivra et le travail Subsolé que je montre aujourd'hui à la Fondation A. Donc en fait dans Ramo il y avait déjà les prémices, les éléments structurels de la photographie que je pratique aujourd'hui et qui m'a amené à Subsolé. La lumière, donc lumière méditerranéenne, lumière qui découpe, un scalpel, quoi. La lumière ça devient un scalpel, et en même temps la lumière c'est déjà un élément créateur, parce qu'en fait la lumière elle projette des ombres, les ombres c'est déjà des images mais des images différentes de l'objet réel, donc il y avait déjà un peu cette dialectique entre ombre et lumière qui se mettait en place dans ma photographie, que je ne comprenais pas encore réellement. Il y avait le cadrage, il y avait ce noir et blanc lumineux que j'essayais de développer aussi, de cette école américaine qui m'avait beaucoup plu, Lewis Boltz, Robert Adams, qui ont cette lumière dans leur tirage, c'est quelque chose que j'ai cherché, et développer une écriture plutôt métaphorique. Donc Ramo, ça voulait parler des racines, Ramo, ça veut dire la branche, c'était peut-être le point de vue que j'avais adopté moi pour regarder ces racines familiales, parce que moi je suis la branche là-dedans, je suis le dernier rameau, la dernière pousse de cette famille. Et j'avais envie de regarder un petit peu. Donc c'est pas nostalgique, c'était plutôt peut-être un moment où j'étais moi nouveau dans une ville, nouveau dans un pays. C'était peut-être une manière de me dire, je sais pas vraiment où je vais, mais je vais regarder d'où je viens. Ensuite, en 2015,
je vais vivre à Madrid. Je vais vivre à Madrid pour suivre quelqu'un qui devient un ami, qui s'appelle Federico Clavarino, et qui est en fait, qui à travers un travail qui s'appelle Italia ou Italia, que j'avais découvert en livre, m'avait beaucoup marqué. Et voilà, de fil en aiguille, j'ai regardé, j'ai vu que cette personne-là enseignait la photographie, et je suis allé étudier à Madrid, là où il enseignait. Et à Madrid, donc toujours lumière méditerranéenne, toujours ce même scalpel qui est là et qui découpe dans le réel. Eh bien moi j'ai commencé à travailler autour d'un, aujourd'hui je l'appellerais un poème amoureux, qui s'intitule Jardin. Donc Jardin, c'est dans la suite logique de Rameau, c'est-à-dire que Rameau, voilà, j'avais l'impression d'avoir découvert aussi une certaine nature, encore un peu vierge en Calabre, encore un peu chaotique, qui peut encore occuper l'espace qu'elle veut, où l'homme n'a pas tout dicté des endroits où elle devait et ne devait pas être. Et j'avais beaucoup lu autour des jardins, autour de la notion de jardin. Qu'est-ce que c'est qu'un jardin? En fait, un jardin, c'est un espace fermé. C'est évidemment une mythologie, le jardin d'Éden. C'est évidemment des penseurs. C'est aussi évidemment des gestes de l'homme, de prendre soin d'une certaine nature, mais en même temps de l'enfermer, en même temps de lui dicter sa manière de pousser. Donc en fait, un jardin, c'est un geste complètement humain. Et finalement, le travail se construit beaucoup plus comme un jardin d'images plutôt que des images de jardin. Donc c'est essentiellement des photographies urbaines qui cherchent une certaine tension entre un cadre très serré, entre des gestes qui sont jamais complètement figés, entre une action qui va ou qui vient de se passer mais dont on voit un peu le temps mort, et aussi avec cette histoire d'ombre qui était là, qui est beaucoup présente dans Jardin, ces ombres qui viennent construire d'autres images dans l'image. Donc voilà, ça c'était le travail Jardin, qui est un petit poème qui a été réalisé aussi en livre, qui est ce livre-là, qui commence avec un rectangle vert. Et c'était une étape importante pour moi, parce que c'était le premier livre publié. Et il a été bien reçu, je trouve. C'était un geste discret, il y a beaucoup de blanc. C'est un livre qui a été designé par Björn Schmidt, un ami allemand. Et en fait, on a fait en sorte que dans le livre, aucune des images ne soit jamais au même endroit. Donc en fait, on retrouve cette marche avec laquelle j'ai fabriqué le travail. Donc le travail s'est fait essentiellement via la marche, en marchant, en ayant des déambulations. En fait, moi, vivant à Madrid, je disais, aujourd'hui, je pars de ce point A et puis j'irai à ce point B. Et tout mon intérêt dans ces promenades, c'était la dérive que j'allais faire. Donc je fonctionnais au contraire d'un GPS, c'est-à-dire je cherchais à faire les chemins les plus longs et le plus possible de détours pour arriver à ce fameux point B. Et le livre, il reprend un peu cette forme de marche. Les images déambulent dans le livre. Aucune des images n'est au même endroit. Et il y a ces références à quelque chose de plutôt lyrique, de la rêverie, de la marge, de la poésie. Ici, on voit ce jeune homme qui a le geste parfait du dormeur, qui est dans un parc et qui est en train de prendre le soleil. Et on retrouve un geste qui est plutôt le parc. J'ai aussi analysé ça dans les jardins. On relâche le corps. Le corps, il est plutôt relâché, quand dans la ville, le corps fait des gestes plutôt directionnels, plutôt des gestes intentionnels dans les parcs, dans les jardins, on relâche. Et d'un seul coup, je trouvais des mimétismes entre les gestes du corps qui se relâchent et des branches. Et des branches aussi qui ont ces formes rondes, qui ont ces formes plus lancinantes. Et ça a été le grand pas, en plus du premier livre fait avec le travail Jardin. Il a reçu également un écho, le prix Beaux-Arts pour la photographie, donc il a été montré. C'est à ce moment-là que je rencontre notamment la Fondation A. Et c'est à ce moment-là que la Fondation A me propose finalement de me dire, voilà, on apprécie Jardin,
jardin fait partie des collections de la Fondation A, on aimerait te donner une bourse de création pour que tu puisses développer un autre travail. Et c'est là où moi je décide de leur proposer un travail autour de la Méditerranée. Donc suite à la demande de la Fondation A, je commence à penser à un nouveau travail qui serait toujours autour de la Méditerranée, mais peut-être qui me permettrait, enfin cette bourse-là me permettrait d'explorer une Méditerranée plus large. Et j'en viens à penser à un travail qui serait itinérant autour de la Méditerranée. Pour cet itinéraire-là, j'imagine difficilement pouvoir voyager autour de la Méditerranée entièrement. C'est quand même une zone, bien que la Méditerranée est petite et que c'est une mer quasi fermée, ça reste une grande zone géographique. Donc voyager partout, ça aurait été compliqué. Donc je pense à un itinéraire, et je pense à l'itinéraire, peut-être le premier qui m'est venu en tête, c'est celui d'Ulysse dans l'Odyssée. Alors il y a différentes raisons pour lesquelles cet itinéraire intervient. Moi je venais de voir en 2016-2017 un film qui s'appelle Fuoco a Mare. Et ce film parle il se passe à Lampedusa, donc la petite île italienne entre les côtes tunisiennes et la Sicile. Et ce film parle d'abord d'un enfant qui a un problème aux yeux, donc il va voir un ophtalmo, cet enfant, et le médecin lui dit, voilà, tu as un œil qui fonctionne bien et ton autre œil ne fonctionne pas bien, il est fainéant. Et pour lutter contre cette fainéantise de ton œil, il va falloir le rééduquer et lui réapprendre à voir. Donc travailler, il va falloir travailler ton œil. Et ça, en fait, c'est très habile, Gianfranco Rossi s'en sert comme d'une métaphore pour regarder ce qui se passe sur l'île de Lampedusa, pour regarder d'une autre manière ce qui se passe sur l'île de Lampedusa, c'est-à-dire tous ces naufrages et ces catastrophes migratoires, donc contemporains. Et l'autre partie du film a à voir avec des jeunes Africains qui arrivent sur l'île de Lampedusa, et ce jeune garçon qui vit au milieu de tout ça et qui doit apprendre à rééduquer son œil. Et tout ça, ça m'a beaucoup marqué, c'est vraiment cette métaphore filée pour dire, nous aussi Européens, on doit regarder ce qui se passe, nous aussi Européens, on doit se poser ces questions à propos de cette migration contemporaine et à propos de cette zone géographique de l'Europe, qui appartient quand même majoritairement à l'Europe. On doit se poser des questions, on doit se poser pourquoi, comment, est-ce que c'est déjà arrivé. Donc, moi, ça réactive un sentiment sur lequel j'avais travaillé, en fait, au moment de Rameau. Parce que Rameau, je me suis posé les questions, pourquoi mes grands-parents, qui étaient en Calabre, dans un lieu paradisiaque, pauvre, mais paradisiaque, qui leur donnait à manger, il y a cette Méditerranée-là qui leur... en cultivant, ils pouvaient manger. Pourquoi ils l'ont quitté ? En fait, il y a toujours eu ces départs. Donc la Méditerranée, elle est faite de ça. Alors moi, la fiction, je la trouve où ? Je la trouve dans le mythe. Donc c'est-à-dire qu'en choisissant un itinéraire, une boussole ou une feuille de route qui est l'Odyssée d'Homère, je me donne 7 étapes. Donc j'ai prévu 7 voyages. C'est ce que j'ai proposé à la Fondation. Je leur ai dit, voilà, moi j'irai à Ceuta, à Naples, à Palerme, à Istanbul, à Athènes, à Tunis et à Lampedusa. Donc voilà, ça c'est ma feuille de route. Là-bas, je n'ai aucune idée de ce que j'en ferai. Donc moi, quand j'ai voyagé, pendant 3 ans j'ai voyagé, j'arrivais dans un lieu. Le premier, par exemple, c'était Ceuta, donc l'enclave espagnole à côté de Tanger, au nord du Maroc. J'arrive à Ceuta et je ne sais pas quoi faire. Donc je suis là, je voyage avec un appareil photo assez simple, un argentique noir et blanc, moyen format, du film noir et blanc, et c'est tout. Donc je marche, je me mets en route, quoi. Je marche pendant un mois, je vais d'un coin à l'autre. La ville est très très petite, donc on en a vite fait le tour, mais en même temps, et souvent il ne se passe rien. Donc il n'y a rien de spectaculaire. Évidemment, il y a un centre pour réfugiés inaccessible, donc il y a des gardes espagnols. Donc finalement, ça va se passer dans les creux, quoi. Donc dans les creux, c'est quand c'est marcher et être attentif au paysage, être attentif aux barbelés, être attentif aux
aux zones de passage, de regarder comment les gens se comportent, de regarder les gestes, et puis en fait de trouver des images qui peuvent évoquer ces migrations, qui peuvent évoquer cette Méditerranée, mais toujours en creux, donc jamais dans le spectaculaire, jamais dans le feu de l'action. Donc en fait, c'est parfois tu rencontres une jeune fille, un jeune homme, et en discutant avec elle ou lui, tu apprends qu'elle est espagnole ou qu'elle est africaine et qu'elle est arrivée il n'y a pas longtemps en Espagne. Tu parles et puis tu fais une photo, et puis voilà, j'ai cherché ces rencontres-là, ces rencontres qui sont en creux dans le sens où elles sont quasi hasardeuses. Donc c'est finalement au fil de mes promenades, de mes marches, de mes errances. Être en roue libre, pour moi, c'était important, de ne pas avoir de plan de travail. J'avais mon plan de travail dans le temps, mais sur place, je ne savais pas ce que je ferais. Donc ce qui m'amène aussi à être très attentif à tout, à avoir un regard plutôt acéré tout le temps, et de construire avec tout ça, de construire avec la lumière, de construire avec les rencontres, de construire avec le paysage, de construire avec les objets que je rencontre, et puis de toujours essayer de leur donner vie, et puis en même temps de les faire douter. C'est-à-dire que voilà, quand je suis à Ceuta et que je vois un sachet plastique pris dans un barbelé, je le photographie beaucoup, peut-être en me disant que ce barbelé il donnera une autre image de ces frontières que de montrer une frontière comme on les connaît tous. Donc mon travail de Rameau à Jardin et à Soupçollet, je travaille en argentique. Donc il y a plusieurs raisons pour ça. La raison principale n'est absolument pas le côté vintage de l'affaire. C'est juste que pour moi, il y a un procédé très important qui est le travail de la lumière. Donc, et j'aime beaucoup l'idée très naïve de l'écriture avec la lumière que signifie photographie. Cette étymologie-là, moi, me parle beaucoup, mais surtout pour le procédé. Donc, c'est une lumière qui va frapper une optique, qui va transformer en image sur une pellicule. Cette pellicule, moi, pendant que je travaille, donc quand je suis un mois en voyage, je travaille complètement en aveugle. Donc je ne sais pas ce que je fais. J'ai une idée vague des images que j'ai faites, mais je ne sais pas ce que l'appareil a enregistré, je ne sais pas ce qu'il y a sur les films. Et cette latence-là, ce doute, cette fragilité qui est pendant un mois un matériel qui est rien, qui est juste des films pour l'instant, qui n'a pas encore d'image dessus, ou alors elles sont en attente d'être développées. Moi, ça me permet à la fois, pendant ces mois de voyage, de rester toujours concentré, pas en me disant « ah voilà, ça j'ai fait », non. Je continue à douter, je continue à être aussi concentré le plus possible du début à la fin du voyage, et parfois même la fatigue en fin de voyage amène à répéter des choses, amène à faire des erreurs, mais je ne suis jamais dans le processus où je me dis « fin de voyage, je suis tranquille, je sais ce que j'ai fait ». Donc à la fois c'est prenant, parce qu'il y a vraiment ce doute où voilà, les films, il peut tout y arriver jusqu'au moment de les développer. Ils peuvent prendre l'eau, ils peuvent prendre la lumière, des fois dans les aéroports, ils prennent les... Donc on ne sait pas, c'est un matériau fragile. J'aime cette fragilité-là, c'est une pellicule sensible. Et puis ensuite, ce procédé-là, là où j'y porte encore beaucoup d'intérêt, c'est qu'il nécessite encore un travail du corps. Donc moi, je rentre, je développe les films, ça me prend du temps, ça me fait travailler avec les mains. Et donc ce processus-là est encore précieux pour moi parce qu'il produit des images où l'intervention de mes mains, de mon corps, est encore nécessaire. Et ensuite, toutes ces photos, et celles qui sont présentées aujourd'hui à la Fondation 1, c'est un travail main dans la main avec Jean-Pierre Baudouin, qui est le tireur avec lequel je travaille à Bruxelles. Et ça, c'est très précieux aussi pour moi. Donc, c'est des tirages argentiques. C'est encore le passage d'une lumière à une surface sensible. Et c'est encore beaucoup de temps. C'est encore le travail d'un autre corps. C'est plus le mien, c'est celui de Jean-Pierre, mais bien qu'on travaille main dans la main. Mais c'est important pour moi. C'est et une relation de travail, et une collaboration, et faire confiance à. Et ça rend des images voilà, à une certaine sensualité, un papier, c'est une fibre ce papier, donc c'est un papier aussi qui vit, qui bouge avec le temps, avec la température. Donc pour moi c'est important, tout ce processus-là il est très important. Donc il y a ce travail-là qui se met en place de portrait. Je
j'avais une volonté de faire plus de portraits que j'en pratique habituellement, pour montrer aussi cette jeune génération. Moi, j'ai commencé le travail en 2017, j'avais 27 ans. Les gens que je rencontrais, migrants, demandeurs d'asile ou pas, ou des gens simplement natifs des zones où j'étais, avaient plus ou moins mon âge. Et pour moi, c'était important, il y avait un rapport d'âge, d'énergie, de futur. Il y avait aussi une préoccupation commune d'un certain futur, de quel est l'horizon, quel est votre horizon, quel est mon horizon, qu'est-ce qu'on dessine ensemble, où en est notre état de culture, est-ce qu'on fait encore culture ensemble. Pour moi, ça c'était important aussi de mesurer la température du mot hospitalité. En français, Barbara Cassin, la philologue française, dit qu'on a un superbe mot, le mot hôte, qui veut dire autant celui qui accueille que celui qui est accueilli. Et tous ces voyages-là, voilà, peut-être que c'était aussi une manière de prendre la température de cette hospitalité européenne. Où est-ce qu'on en est? Voilà, les médias parlent de murs qui se dressent un peu partout. Il y a des murs en effet qui se dressent, mais il n'y a pas que des murs, c'est aussi une mer de passage. Il y a beaucoup de difficultés, il y a beaucoup de faux espoirs, il y a beaucoup d'images d'Épinal d'une Europe qui n'est plus vraiment ce qu'on croit qu'elle est. Et tout ça, pour moi, c'était important aussi de le mesurer, aussi de voir comment un jeune homme comme Diane, guinéen, qui est depuis 7 ans à Athènes, qui a appris le grec. Ici, dans l'exposition, on voit une photographie de son dictionnaire, dont il se servait pour apprendre le grec. Lui, il était de langue francophone et il connaissait de nombreux dialectes africains. Et comment ce jeune homme-là se débrouille superbement bien en aidant dans des centres de réfugiés, en traduisant. Donc en fait, il s'est fait traducteur de fortune, mais traducteur quand même, c'est un job, il travaille, il peut vivre. Et ce dictionnaire qu'on retrouve dans l'exposition, ça devient un objet très symbolique, à la fois parce qu'un dictionnaire, c'est une langue qu'on apprend, enfin en tout cas ce dictionnaire bilingue, c'est une langue qu'on va apprendre, qu'on va pouvoir pénétrer, qu'on va pouvoir investir. Et en même temps, c'est le symbole de la culture, de comment lire, de comment parler, Et en même temps, ce dictionnaire-là, quand on le regarde dans la photographie que j'ai faite, la seule chose qu'on peut lire dessus, c'est aujourd'hui, donc ancré aussi dans un temps présent. Et pour moi, c'était important de construire des allers-retours entre passé, mythologie, présent, avec des jeunes qui avaient mon âge. Qu'est-ce que je fais de ce matériel? Comment je l'épuise? Comment je le sculpte? Qu'est-ce que je jette et qu'est-ce que je garde? Et c'est là où la Fondation a été... La qualité de ce que m'a donné la Fondation est très importante, parce qu'on m'a donné un confort financier pour travailler, pour réaliser tous ces voyages, utiliser tous ces films, mais aussi on m'a donné du temps, et du temps pour penser, du temps pour regarder, du temps pour lire. J'y viendrai après, mais la littérature est très importante aussi dans ce travail. Mais surtout du temps pour douter, pour regarder les images. C'est là où je tire largement parti de cette photographie argentique, qui me laisse encore beaucoup de surprises, c'est qu'il y a des erreurs que je ne peux pas effacer, qui sont là, que je ne peux pas refaire, donc, dont je vais devoir me servir. Et puis parfois, les erreurs sont heureuses. Donc, ce travail d'atelier, il consiste en ça. Il consiste en regarder les images, les découvrir, être déçu une première fois, puis peut-être en me disant « Ah, finalement, ce dictionnaire... » Peu importe que le cadre ne soit pas très dynamique, finalement, la mise au point, sans le vouloir, elle est faite sur le mot « aujourd'hui ». Est-ce que ce n'est pas intéressant de pouvoir jouer sur un mot alors qu'on regarde une image? Est-ce que ce n'est pas justement cet aller-retour-là que j'ai envie de créer entre la littérature, entre un temps présent, mais en même temps un dictionnaire qui est un peu atemporel? Est-ce que quand je photographie un agave, où ce qui m'intéressait, c'était que cet agave se plantait lui-même sa propre épine dans sa propre feuille. Est-ce que finalement, au-delà du geste peut-être premier de cette automutilation, est-ce que j'ai pas plus l'impression maintenant en regardant cette photo qu'elle est en train de s'auto-écrire? Donc est-ce qu'il n'y a pas ce geste de l'écriture qui est plus important pour moi finalement dans cette image? Est-ce que quand j'ai photographié le poulpe sur le port de Naples, où j'étais excité parce que je voyais un poulpe, je trouvais ça très beau. Est-ce que ce poulpe
pris sur le vif, il n'a pas finalement une signification beaucoup plus importante. Est-ce que le poulpe, c'est pas seulement juste l'animal marin, mais c'est aussi du coup la Méditerranée, c'est la forme solaire qu'il a, c'est la pétrification qu'il est en train de vivre, il a la couleur du pavé, on ne sait plus si c'est Médusa ou pas Médusa. Et le poulpe, c'est aussi cet animal changeant qui s'adapte, qui est discret, qui passe. Un poulpe, apparemment, il peut passer par un trou de la taille de son œil. Donc c'est aussi, il y a des analogies à faire aussi avec le poulpe et son mode de vie discret où il s'adapte tout le temps, et la situation des migrants aussi, qui sont toujours qui sont obligés d'être discrets, qui sont obligés d'être quelque part le moins visible possible. Donc voilà, ces images-là, en se frottant aussi aux autres, c'est ça aussi le travail de l'editing, c'est rapprocher tous les voyages, mélanger les cartes, rejouer toutes les images les unes à côté des autres. Qu'est-ce que va dire ce poulpe pris à Naples et cette photo du sachet plastique pris dans le barbelé, prise à Ceuta? Donc finalement, c'est un deuxième... En fait, c'est le travail de l'écriture. En général, je digère un travail quand j'ai réussi à le faire fonctionner en pages. Donc moi, je fonctionne beaucoup en livre. Et ça, c'est le livre Soupçolé, édité aux éditions Choses Communes. Mais avant ça, il y a de nombreuses maquettes qui sont tout à fait inintéressantes formellement, mais en fait qui m'ont permis de mettre en ordre le travail. Donc de comment fonctionne le travail de l'image 1 à l'image 81. Et en fait, je me suis beaucoup servi de textes pour en revenir à Jean-Daniel Paulet. Parce que le voyage, il y a eu 7 voyages en Méditerranée, et puis il y a eu d'autres voyages, des voyages littéraires à travers un nombre certain d'ouvrages. De tous ces livres, je les ai annotés, je les ai surlignés, j'ai essayé d'en extraire parfois des moments clés pour moi qui m'ont nourri, qui m'ont donné d'autres images. Pour moi, la littérature, elle sert aussi à ça, c'est que elle va me donner des mots, et ces mots, ils vont former des images abstraites, et ces images, quelque part, moi, je vais aller les trouver en voyageant. Et ce processus-là, il est intéressant pour moi entre le lire, entre la lettre et l'image. Et pour construire le livre, pour construire la séquence du livre, en fait, je me suis largement aidé des extraits littéraires que j'avais piochés dans tous ces livres. Donc le livre commence par le cadran solaire. C'était une image qu'on a choisie avec l'éditrice, notamment pour son côté solaire, pour sa forme solaire, mais en même temps pour ce cadran, il est sans aiguille, donc quelque part il est plus utile, il donne plus l'heure, mais il garde cette fonction quelque part de symbole solaire et de symbole méditerranéen de cette culture latine. Donc pour moi il était intéressant, et en même temps c'est une ruine, c'est une relique. Donc j'aimais bien cette idée de pouvoir réactiver cette forme-là. Et puis ensuite, on a l'itinéraire que j'ai effectué, mais de manière abstraite, c'est-à-dire que c'est une projection de points encore. Et puis la première image du livre, ce sera... ici, on a le mot « aujourd'hui », et en face, on a cet horizon qui est difficile à regarder, qui est un horizon barré, avec des petits trous. Et dans le petit trou du milieu, on devine difficilement l'horizon, comme dire que voilà, c'est pas simple la Méditerranée, c'est barré, il y a des frontières, il y a des murs, et parfois il faut lutter pour regarder cet horizon. Et ce mot aujourd'hui qui lui fait face, en fait, ce mot aujourd'hui, il est finalement tiré du dictionnaire dont je vous parlais tout à l'heure. On voit le premier portrait qu'on rencontre vraiment de ce jeune homme avec la dreadlocks qui tombe sur son visage. Ce paysage encore coupant, c'est vraiment ces récifs qui sont qu'on imagine qu'il faut traverser quand on arrive ou quand les bateaux passent par là. C'est toujours le danger qui est là, et en même temps le paysage il est dangereux. On traverse difficilement ce genre de paysage. Voilà cette jeunesse, ces jeunes corps. Le corps aussi est important, je veux dire, pour
pour ces migrations contemporaines, illégales, pénibles. Le corps est largement en action. Enfin, je veux dire qu'il faut un corps en forme pour pouvoir peu manger, peu dormir, traverser. Je veux dire, on doit pouvoir se fier à son corps. Donc les corps sont aussi importants. Et puis on termine sur cette image de porte jetée aux poubelles. Donc aussi toujours ambigu, quand le chapitre s'appelle Port et porte, jeter une porte aux poubelles, ça pose aussi cette question-là. Où est-ce qu'on en est dans cette hospitalité ? Et puis le prochain chapitre s'appelle Ed ogni ora prossima e antica, et ça c'est une phrase du recueil Ossi di Seppia, Os de sèche, du poète italien Eugenio Montale, et ça veut dire « et chaque heure à venir est ancienne ». Comme l'impression que tout ce qui se passe peut-être c'est déjà passé, comme l'impression d'une boucle ou d'un même théâtre qui se rejoue. Et c'est là où on commence sur ce cadran solaire qui est repris en couverture, mort, ce soleil mort. Ensuite, on a un jeune homme qui dort tôt le matin sur les collines d'Athènes. Donc voilà, à Athènes, il fait chaud et en été, il y a plein de gens qui dorment dehors et des gens dans des situations complètement différentes. Ici, on a cette double qui m'intéresse beaucoup, c'est ce jeune homme, Diane, dont le dictionnaire est à Diane d'ailleurs, à Athènes aussi. Et en face de lui, il y a ce téléphone qui est en train de charger. Et en même temps, il y a ces formes rondes, la forme ronde des mains et la forme de l'infini que dessine le chargeur du téléphone. Et en même temps, le téléphone, c'est ce lien, des fois le seul lien, donc c'est assez mince, avec la famille qu'on n'a pas vue depuis plusieurs années, avec des amis sur place mais qui ne vivent pas au même endroit. Donc le téléphone devient aussi un objet assez symbolique, quasi aussi symbolique que le dictionnaire. C'est aussi un élément de communication, de dialogue. Et ensuite, on a l'olivier avec ce manteau abandonné dessus. Donc on se demande pourquoi, comment, pourquoi est-ce qu'il est là. Et on termine sur l'acropole recouverte de sacs plastiques. Donc aussi cette rencontre de deux matériaux, le plastique qui est l'enfer de la Méditerranée, parce que c'est le même plastique que les tortues. Par exemple, à Lampedusa, quand j'étais à Lampedusa, il y a une tortue échouée. Caretta caretta, c'est le nom des tortues méditerranéennes, et elles bouffent trop de plastique, elles ont des kilos de plastique dans leur corps qu'elles ne savent plus digérer, parce qu'en fait, elles prennent les sachets plastiques qui remplissent l'eau méditerranéenne pour des poulpes, parce que corps transparent, parce que corps un petit peu à queue comme ça, et elles bouffent beaucoup trop de plastique. Donc là, ces plastiques noirs qu'on retrouve sur cette pierre séculaire, ces rapports-là sont intéressants. Et ensuite, je ne vais pas vous faire tout le livre, mais ici on a un autre chapitre ou un autre petit poème qui commence, qui dit « Tu también eres o palma en esta tierra extranjera ». Donc tu es toi aussi palme ou palmier en terre étrangère. Et en fait, cette phrase, elle vient d'un livre de Borges qui s'appelle El Aleph, l'alpha, la première lettre de l'alphabet, qui est un recueil de nouvelles. Et l'une des nouvelles parle de Abderrahman Ier ou second, je ne me souviens plus, émir arabe en Andalousie. Donc tu aurais quitté l'Arabie très jeune pour être émir en Andalousie quand l'Andalousie était arabe. Et cet Abderrahman, qui est poète, qui est émir, donc il y a une place importante, s'ennuie et se balade dans des palmeraies. Et il tombe sur un palmier particulier, et ce palmier lui provoque une profonde nostalgie. Et il écrit un tout petit poème où il dit « Toi aussi, ô palmier, tu es en terre étrangère ». Et en fait, j'aime bien cette idée-là que cette poésie écrite il y a des centaines d'années fasse encore écho aujourd'hui, que c'est vrai que la Méditerranée, c'est ça, c'est des gens qui l'ont traversée, c'est de la nostalgie d'une terre quand on est dans une autre terre, et elle peut se retrouver aussi dans un palmier. Et donc moi, là, j'enchaîne dans ce livre, après cette phrase, ces agaves à Lampedusa. Donc Lampedusa, c'est un caillou, il y a 4% de ce caillou qui est habité, et sur ce caillou, il y a des agaves, il y a beaucoup d'agaves. Donc l'agave, il faut savoir qu'elle a une forme de tragédie en elle, donc la tragédie au sens grec, au sens je ne peux pas lutter contre mon destin, peu importe ce que je fais, c'est que en fait, elle n'a qu'une seule floraison.
Et sa seule floraison, c'est une grande tige au bout de laquelle vont fleurir une dizaine de fleurs jaunes, très solaires d'ailleurs. Et une fois ces fleurs jaunes sorties, elles meurent. Donc ça, c'est la tragédie de l'agave. Une fois morte, elle s'assèche. Et une fois asséchée, c'est les vents qui vont aller la battre et la faire plier. Si je reprends l'agave, à la Fondation A, on en a montré 10, dont 10 photographies qui montrent différents stades de l'agave, en floraison, en train de dépérir et complètement brisée, et qui transforment le paysage en un lieu ou en un alphabet visuel ou en un lieu difficile de traverser, parce que ça crée quasi des barrières naturelles. Donc voilà, la nourriture littéraire, elle est venue d'abord me donner des images, m'offrir des images que je pouvais aller trouver par-ci, par-là. Et en même temps, elle est venue m'aider largement à éditer le travail, à le construire, à le séquencer. Et à la Fondation A, j'en ai fait un mur qui fonctionne comme des images. Donc c'est des fragments de texte photocopiés. J'aimais bien aussi que la photocopieuse intervienne comme un objet très simple de reproduction de texte. Et j'ai photocopié des fragments que j'ai mélangés. Donc encore une fois, il n'y a pas de légende. On ne sait pas de quel texte ou de quel auteur sont issus ces fragments. Et on ne peut pas les lire en regardant les images. Donc on regarde l'exposition, on regarde les images, et après on va lire les textes comme d'autres images finalement. J'aime bien l'idée que peut-être on puisse activer un texte comme on active une image, et inversement, une image peut parfois être lue aussi comme un texte. Puisque peu d'époques demandent autant que la nôtre qu'on se fasse égal au meilleur comme au pire, j'aimerais justement ne rien éluder et garder exact une double mémoire. Oui, il y a la beauté et il y a les humiliés. Quelles que soient les difficultés de l'entreprise, je voudrais n'être jamais infidèle ni à l'une ni aux autres.